Bonsoir. Tristan Monnière, je suis psychologue clinicien à la Fondation de santé des étudiants de France. Et Olivier, je suis pédopsychiatre et addictologue et on travaille ensemble dans le service d'addictologie de la Fondation qui se trouve à Sceaux, où on aide à la fois en hospitalisation et en consultation. On reçoit 400 jeunes entre 12 et 25, plus 15 en hospitalisation pour des problématiques d'alcool dans un dispositif soins et études. On a à la fois un hôpital et une annexe du lycée Lacanal, que vous connaissez. Et c'est vrai qu'à partir de ces connaissances acquises dans notre service, on a commencé à proposer des programmes de prévention, dont le Peer Care. D'abord, merci à Jean Fournier d'avoir, avec la CGE, organisé cette soirée et de nous avoir conviés à pouvoir vous présenter l'action qu'on déploie dans deux grandes écoles en France et depuis 2017. Et donc, alors, ça va être un mélange de présentation et de témoignages qui finalement ira à rebours de ce qui a été présenté, c'est-à-dire qu'on va aller dans le monde étudiant et sur les campus et on va vous présenter donc, cette action. Alors peut-être pour contextualiser un peu, vous rappelez que la vie étudiante est une période particulièrement à risque sur la question de l'alcool, pour plusieurs raisons, notamment la première, que c'est une pratique normative, c'est-à-dire qu'il y a un folklore étudiant qui invite à la consommation d'alcool, comme ça a été dit. C'est quelque chose qui est normal, qui est même proposé constamment par les associations, lors des soirées, etc. Ensuite, rappelez que les étudiants ont un mode de consommation très spécifique, qui a des risques spécifiques en lui-même, c'est-à-dire le binge drinking. Je le présenterai un peu tout à l'heure, mais les chiffres aujourd'hui disent qu'environ 40 à 50% des jeunes de 15 à 24 ans sont des binge drinkers, donc ont une consommation en montagne russe comme ça, avec des périodes d'abstinence, des périodes de forte consommation. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est sur une période développementale de la vie très spécifique avec la continuité de la neurogénèse, donc le cerveau n'est pas encore arrivé à maturité, qui a une sensibilité particulière aux effets des substances. Par exemple, pour l'alcool, l'effet excitant est plus important que l'effet sédatif. Alors, contrairement, quand on avance dans l'âge adulte, où c'est l'effet sédatif qui est plus fort, donc on peut continuer à boire plus longtemps, donc on peut en abuser. Et le rapport au risque est spécifique à cet âge-là. La construction identitaire d'un jeune fait que le rapport au risque est spécifique, donc les prises de risque sont plus grandes, elles sont constitutives de la future vie d'adulte. Voilà. Dire qu'effectivement, en fait, et alcool font bon ménage depuis les bacchanales, donc ça remonte très très loin. L'alcool est aussi désinhibiteur, ce qui en fait un produit de choix pour être un partenaire de la fête. Mais en même temps, l'excès d'alcool, on le sait, même de façon, je dirais, brève et répétée, a une action sur le développement du cerveau et avec des lésions qui peuvent être irréversibles, malheureusement. Il n'y a pas que l'alcoolisme chronique. L'alcoolisme aigu, avec effectivement des doses importantes, peut entraîner des troubles au niveau du développement cérébral. Ensuite, je voulais partager aussi les chiffres actuels sur la consommation d'alcool des jeunes et des étudiants à cet âge-là. Donc, je vais présenter quelques chiffres du baromètre santé de Santé publique France de 2017 et en plus, je vais vous partager les informations qu'on a récoltées à travers une enquête qu'on a réalisée au sein des campus sur lesquels on intervient. Alors, si on regarde la consommation d'alcool des étudiants, en fait, elle est moins fréquente que les autres jeunes adultes. Donc, on pourrait se dire, OK, ça se comprend, ça s'entend peut-être avec le fait que les étudiants sont pris dans des contraintes étudiantes, dans le fait d'avoir des examens tous les 3 mois. Donc, si on constate juste la fréquence, les jeunes adultes étudiants consomment moins que les jeunes adultes non étudiants. Ensuite, le binge drinking semble aussi fréquent. Donc, pareil, on pourrait imaginer que ce n'est pas une population plus à risque. Mais, il y a un mais, ce baromètre santé de 2017 montre qu'on a des comportements d'ivresse régulière bien plus importants. C'est-à-dire que le moment où les étudiants se sentent ivres est bien plus important que chez les autres étudiants. Donc, il y a une intensité plus grande et plus fréquente. Et ensuite, ce soir, on intervient sur le thème des grandes écoles. On a observé que les étudiants en école, donc il y a sûrement une spécificité liée à l'école, au campus, à la vie associative particulière, montrent une prévalence 2 fois plus importante de binge drinking et d'ivresse régulière que les autres étudiants, plutôt d'université.
Voilà, je dirais qu'effectivement, ce qui en fait vulnérable, il y a eu cette période des classes préparatoires particulièrement difficile. Il y a le fait qu'on quitte la maison, il y a le fait qu'on vit de nouveau en groupe. Tout ça sont des facteurs de risque, et puis, il y a l'effet d'être jeune et de profiter de la fête. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de jugement moral par rapport à ça. C'est ce que, effectivement, les étudiants apprécient. C'est quelque chose qui est normal à leur âge. Nous, notre seule idée, c'est de protéger leur cerveau et leur vie. Alors, on a mené une enquête en 2021 sur 400 étudiants et élèves ingénieurs sur le territoire national. Donc, je vais vous présenter, ça me permet ce soir de vous partager cette enquête. Donc, des étudiants âgés en moyenne de 22 ans et pour moitié qui vivent en résidence étudiante. Et ça, c'est sûrement important pour comprendre les résultats de cette enquête, puisque le milieu étudiant a ses spécificités par rapport au milieu familial. Alors, ce qu'on observe dans notre enquête, c'est qu'il y a 55% qui ont une consommation régulière. Donc, plus de la moitié des étudiants consomment régulièrement, ça veut dire plus de 3 fois par semaine, au moins 3 fois par semaine. Et ce qu'on observe, si on fait une comparaison avec des données sur des étudiants à l'université, c'est que c'est quand même beaucoup plus important. 29% ont une consommation régulière à l'université contre 55% dans notre enquête. Alors, évidemment, il faut aussi comprendre qu'il y a plus d'hommes dans notre échantillon. Et on sait que les consommations d'alcool sont plus importantes chez les hommes. Mais il y a quand même une fréquence qui est presque 2 fois plus grande. Il y a aussi une question des fêtes. C'est vrai que dans le milieu universitaire, il n'y a pas tant de fêtes qui sont organisées que ça. C'est un autre mode de vie, il y a moins d'effets de groupe, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient aussi. C'est vrai que les gens qui sont en grande école, il y a un esprit de camaraderie, de confraternité beaucoup plus importante, ce qui en fait une population effectivement plus à risque. Alors, effectivement, on en vient là. Le contexte principal de notre enquête, on observe que ça reste la fête. Et tant mieux, c'est-à-dire que quand on demande aux étudiants quel est le premier contexte de consommation d'alcool pour vous, c'est bien la fête. C'est bien les événements festifs. Ensuite, c'est en fin de journée, après les cours, etc. Puis dans le milieu familial ou à table. Et ensuite, les motivations, évaluer les motivations des étudiants. Pourquoi les jeunes consomment de l'alcool? La première motivation, c'est la recherche de stimulation et la socialisation, ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Cotet. Et ça, alors, c'est plutôt rassurant dans le sens où c'est les motivations principales qu'on retrouve chez tous les jeunes à cet âge-là. Les jeunes boivent de l'alcool quand il n'y a pas encore un trouble de l'usage de l'alcool et la recherche justement d'un effet anxiolytique pour ressentir des choses et pour socialiser, pour partager des moments entre amis. L'aspect un peu plus inquiétant de notre enquête, c'est qu'on a observé un important niveau de mésusage de l'alcool, effectivement. Donc, 25% des étudiants présentent une consommation d'alcool dangereuse. On a évalué ça avec l'OTIC, qui est un outil développé par l'OMS de référence. Et un étudiant sur 5, donc 20%, rapporte une altération significative de leur qualité de vie à cause de cette consommation d'alcool. Donc, c'est important. Des difficultés de sommeil, des dépenses trop grandes, des trous de mémoire et des baisses des performances académiques. Donc, on reste sur une altération de la qualité de vie très liée à leur statut d'étudiant et différente de celle qu'on observe chez les personnes alcoolodépendantes plus âgées. Mais ça reste assez significatif qu'on observe 20%. C'est vrai que l'audit ne mesure pas simplement la dépendance, mais ce qu'on appelle l'addiction à l'alcool, puisque maintenant, on ne raisonne plus en termes d'abus et de dépendance, mais en termes d'addiction. Et c'est vrai qu'il y a les grandes fêtes, mais aussi les petites fêtes, ce qui fait qu'il y a un binge drinking, mais qu'il est répété. On n'est pas dans cet alcoolisme quotidien régulier, mais alcoolisme ponctuel, mais répété un petit peu trop souvent, avec les conséquences que ça a. Une autre donnée rapidement, pareil, 30% rapportent donc au moins un épisode de binge drinking par semaine, je dis bien par semaine, donc c'est beaucoup. Le binge drinking, c'est quoi? C'est au moins 4 ou 5 verres standards d'alcool en moins de 2 heures. Et c'est ce que vous expliquez, Madame Cotet, c'est ce qui spécifie le binge drinking, c'est ce temps court, c'est-à-dire on recherche l'ivresse très rapidement. Et l'autre spécificité qui a un effet maintenant, on le sait, sur le cerveau très particulier, c'est ces montagnes russes. C'est ces périodes d'abstinence et ces périodes de consommation massive. Et ça, des données l'ont bien montré, des collègues belges ont montré qu'en 9 mois à l'université, on observe déjà des modifications sur le plan cérébral.
Donc, c'est un comportement qui, aujourd'hui, est qualifié de dangereux sur le plan du développement du cerveau et qui avait été très peu étudié jusqu'alors. On étudiait beaucoup l'alcoolodépendance, la maladie alcoolique et très peu, finalement, ce type de comportement lié à l'alcool. L'alcoolisme chronique entraîne effectivement aussi des altérations au niveau du foie et des autres organes, ce qui n'est pas le cas du binge drinking. Le binge drinking, c'est au niveau du cerveau, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'alcool, c'est la concentration d'alcool à un moment donné. Plus la concentration est élevée, plus les dommages au niveau du cerveau vont être importants. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, pareil, un taux assez important de blackout chez la population étudiante qu'on a évaluée, donc c'est-à-dire une amnésie partielle ou totale suite à une consommation d'alcool. Et on observe donc une prévalence plus importante que ce qu'on observe dans les études internationales qui montrent qu'on est bien sur une population à risque, qui a des comportements a priori excessifs sur ces questions. Voilà. Je rajoute que le blackout, c'est effectivement, on ne se souvient plus de rien, c'est le cerveau qui se débranche. C'est une signe d'une souffrance cérébrale. C'est-à-dire que le binging et le blackout est au consommateur, ce que le knockout est à la boxe. C'est-à-dire quand on tape un coup, à un moment donné, hop, ça se débranche. C'est pas bon du tout pour le cerveau. Donc, toutes ces données justifient la mise en place et le déploiement de programmes de prévention sur le mésusage ou l'alcoolisation excessive. Et on remercie du coup les arts et métiers et Centrale Supélec d'avoir investi et de porter le déploiement du programme Pierre qu'on va vous présenter, qui a été développé par Olivier Fan et notre équipe, et qui aujourd'hui du coup est implanté dans 2 grandes écoles en France. Et c'est un programme de prévention par les pairs qui est déployé depuis 2017. Donc l'idée, en fait, on est arrivé, c'est que avant, il y avait la tentation de la fête sans alcool. Le problème de la fête sans alcool, c'est que les étudiants s'alcoolisent avant d'aller à la fête. Donc on a dit, on va interdire aux étudiants alcoolisés de venir. Et il y a eu des accidents puisque des étudiants alcoolisés ont essayé de se présenter à la fête, ont été refusés, sont allés dans les campus, il y en a un qui est décédé. Donc effectivement, la fête sans alcool, c'est contre-productif par rapport à ça. Et que nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord éviter l'accident et surtout de faire alliance avec le public qu'on a. On ne peut pas d'un côté dire c'est l'élite de la nation et ne pas leur faire confiance dans leur capacité à gérer eux-mêmes les alcoolisations excessives. Donc, notre idée principale, c'est de transférer des compétences pour que, effectivement, ce soit les étudiants qui aident d'autres étudiants, et que c'est le côté positif de l'esprit de corps, c'est-à-dire l'entraide d'étudiants, et pourquoi pas utiliser cette capacité dans un but de prévention. Donc, l'idée exactement, c'est de former un petit groupe d'étudiants qui est souvent en responsabilité associative. Donc, on va se servir de ce fort tissu associatif très spécifique aux écoles pour engager des jeunes sur la voie de la prévention par les pairs. Comment ça fonctionne? Donc, on va former des jeunes. Alors, je dois quand même dire qu'on est aidé des responsables de l'e-campus et des référents bien-être, qui sont des étudiants qui ont un statut un peu plus particulier sur la question de la santé et du bien-être, qui vont nous aider à entrer dans les campus, à solliciter les jeunes, à les motiver, à se former, à devenir pairs préventeurs, on va dire. Et ce petit groupe d'étudiants va ensuite déployer des actions au sein de la communauté plus large. Et cette prévention par les pairs, elle a pour spécificité d'être une prévention de proximité, puisque du coup, ceux qui préviennent sont des gens qui vivent au sein de la communauté étudiante, qui sont repérés en tant qu'étudiants, et donc on fait le pari de la ressemblance. Proximité, symétrie, et on pense que l'information sera plus crédible. L'idée importante, c'est de dire qu'on va développer en quelques années une culture de la prévention et de la réduction de risques au sein des campus grâce à ce programme. C'est-à-dire que par transmission, entre étudiants, d'année en année, en ayant déployé, en étant venu, en ayant formé des petits groupes d'étudiants, cette culture de la prévention va naître. Et comme on a vu que la question de la norme était très importante pour expliquer les comportements de binge drinking, on espère justement modifier un peu ces normes de consommation et amener
des modes de consommation plus raisonnables, protégés, à moindre risque. Alors, je voulais juste, là, Olivier, avec ces photos, rendre hommage aux quelques étudiants qui ont accepté de se former l'an dernier. Là, c'est à Aix-en-Provence, aux Arts et Métiers, et là, à Centrale Supélec. Voilà, je voulais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ce qui a fait que le programme persiste, c'est aussi l'engagement des étudiants. C'est-à-dire notamment les campus de Chalon-sur-Saône qui n'ont pas hésité à monter au créneau pour dire ce programme nous intéresse. Et nous, c'était bingo, c'est ce qu'on voulait, hein, c'est-à-dire qu'il soit porté par les étudiants parce que c'est pour eux, c'est pour leur santé. Et c'est ça qui est important, cet engagement. On est très fiers de leur engagement et vraiment, c'était quelque chose de très chouette. On va vous présenter un petit peu rapidement le contenu de ce programme et pourquoi on pense que ça fonctionne, parce que ce qu'on observe là, c'est qu'il y a un engouement, les jeunes s'en saisissent bien, on est en train de l'évaluer, donc il va falloir qu'on aille regarder plus pragmatiquement les effets de ce programme, mais nous, d'expérience, on a l'impression que ça fonctionne. Premièrement, donc c'est un programme multiniveau, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions dans ce programme. Le premier, c'est la sensibilisation. Donc, c'est transmettre des connaissances à jour et précises sur, finalement, quels sont les risques que les étudiants prennent. Donc, on transmette à chaque étudiant l'idée que là, OK, tu veux t'amuser, tu veux faire la fête, mais tu prends des risques, il faut que tu le saches. Et dans ce côté-là, on responsabilise aussi et on donne une information claire. Oui, l'idée de faire un petit peu la transmission des neurosciences, de ce qu'on sait sur le développement cérébral, l'impact des drogues sur le développement du cerveau dans les détails, l'importance du binge drinking, avec une explication effectivement conforme aux données acquises de la science. Je crois que la première donnée, c'est évidemment transmettre de l'information, une information qui soit vraie. C'est-à-dire que l'alcoolisme chronique pour toucher les étudiants, c'est pas trop le problème, c'est vraiment le binge drinking et insister là-dessus et puis dire aussi qu'à des niveaux raisonnables, il n'y a pas non plus de dégâts. L'idée, c'est pas la diabolisation, c'est l'information au plus près des données acquises par la science. Et comme on sait que sensibiliser, c'est pas suffisant, transmettre des connaissances n'est pas suffisant. On a deux autres actions dans ce programme. Il y en a une qu'on peut considérer comme de l'intervention précoce, de la réduction des risques, de premier secours en addictologie, on appelait ça comme ça en référence au premier secours en santé mentale. C'est le repérage. Donc, on va transmettre des connaissances à ce petit groupe d'étudiants pour pouvoir aller vers les autres étudiants qui considèrent peut-être présentent des risques, plus de risques que d'autres. Et donc, leur donner des compétences pour savoir leur parler, pour pouvoir les rencontrer et qu'ils ne se sentent pas jugés. Des choses bêtes, ne pas chercher à convaincre qu'il faut changer, mais plutôt essayer d'écouter ce qui se passe. Et donc, c'est permettre un repérage un peu plus précoce pour qu'ensuite, si un étudiant demande de l'aide à un de ses pairs préventeurs, l'étudiant puisse l'accompagner et lui dire écoute, j'entends bien, il y a des professionnels qui seront à même de te venir en aide. Et d'ailleurs, on tisse un réseau de professionnels au sein des campus pour pouvoir faire des consultations entre guillemets un peu avancées. Et on travaille notamment avec l'équipe du docteur Monchablon, qui vous présentera son petit dispositif ensuite, sur les questions de santé mentale, parce qu'elles sont très liées, qui, eux, proposent des consultations au sein des campus aux Arts et Métiers. Et le dernier module de notre programme, c'est on va former les étudiants à la gestion et à la réduction des risques sur les temps festifs. Donc là, on ne parle plus de la consommation plus généralement, on va aller directement dans la fête, sur la fête et comprendre comment ils font la fête et quels risques ils prennent. Et donc là, on va les aider à développer des dispositifs, notamment le chill out, le coin chill, qui fonctionne vraiment bien. Qui est, là je vous ai mis un exemple, ça c'est à Centrale, avant une grande soirée avec plus de 4000 étudiants. Donc ce type de dispositif, c'est inviter les étudiants à se saisir de la fête et à eux-mêmes proposer des espaces dans lesquels on va pouvoir porter assistance aux étudiants qui auraient trop bu ou qui se sentiraient pas bien. Et on sait très bien, on l'a bien observé, les étudiants se refusent d'aller au poste de secours parfois, quand ils ont trop bu. Parce que ça veut dire la fin de la fête. C'est ça. Si je vais au poste de secours, c'est la fin de la fête. Donc, on peut retrouver des étudiants dans les toilettes, qui restent dans les couloirs seuls, dans ces grands espaces, parce qu'il faut savoir que dans certains campus, les fêtes sont faites dans des grands espaces. Et donc,
on peut ne pas voir un étudiant qui aurait besoin d'assistance. Donc ça, c'est un exemple de dispositif qu'on peut amener à développer au sein des campus. Donc, on va former les étudiants à penser à ça. Comment je peux réduire les risques sur les soirées que j'organise? Et un petit groupe de 20 étudiants s'en saisit plutôt bien. Par exemple, la centrale, vous voyez, ils ont développé des petites affiches pendant la soirée. Ils postent sur Instagram, ils sensibilisent les étudiants à l'existence de ce type de dispositif. Accès à l'eau continu pendant la soirée, facilité, même cet accès à l'eau doit être facilité. On ne doit pas faire la queue au bar pendant 20 minutes pour avoir un verre d'eau, sinon on abandonne, etc. Donc, il existe des façons de faire la fête qui prévient certains risques, certains accidents. Et donc, nous, on va transmettre toutes ces connaissances aux étudiants qui vont les appliquer et bien sûr, on les supervise, on les accompagne dans l'année pour savoir déjà leur ressenti, puisque finalement, ils prennent quand même des responsabilités importantes, ces jeunes qui s'investissent, et puis pour les aider à améliorer constamment leur pratique. Alors, on s'est inspiré de ce qui existe dans les fêtes et soirées techno, c'est-à-dire le chill, ça date de cette époque-là, et qui a montré scientifiquement son efficacité. C'est-à-dire, en gros, c'est des espaces de repos pour les étudiants et gérés par les étudiants. Alors, bien sûr, il faut les former. Ils ont des cours de secourisme, ils ont des cours sur l'alcool et ils ont des cours comment, relationnellement, on peut entrer en contact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces chills qui sont très populaires et qui marchent très bien, les étudiants qui s'occupent des chills sont aussi identifiés. Ensuite, pour des choses un petit peu plus difficiles, c'est sur les campus. C'est-à-dire qu'ils passent officiellement pour référents par rapport à l'alcool, ce qui permet ensuite de les identifier au sein des campus. Et c'est plus facile pour les étudiants de les repérer et de leur venir demander de l'aide. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire l'entraide au sein des campus. Et un troisième niveau, on en parle, mais on commence à le développer, c'est le développement des programmes de prévention par les étudiants. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui font leur propre programme de prévention. Donc en fait, on a des choses graduées pour qu'on essaie de faire que les pairs soient reconnus, qu'ils aient de plus en plus d'alliances avec les groupes et qu'ils soient des personnes ressources. On sait que scientifiquement, le repérage précoce par les pairs, ça marche bien. Ce qui ne marche pas bien, c'est le soin par les pairs. Mais c'est pour ça qu'on fait le lien avec les professionnels, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas des soignants, mais ce sont des pairs qui peuvent créer suffisamment d'alliances avec le jeune pour l'amener vers les soins. La difficulté pour les équipes soignantes, c'est de faire venir vers les soins. Et ça, les pairs ont leur rôle parce qu'ils ont la confiance des étudiants et qui viendront plus facilement vers, effectivement, les soins quand c'est nécessaire. Voilà, merci. Voilà, merci de votre écoute. À votre service.